Ok, salut, de retour. Ah, je te jure. Attends, je vais ouvrir un peu la fenêtre là. Ah là là, ça fait du bruit. Hein. Faut rentrer un peu plus de lumière, les gars, parce que. Ah, ah, quand même, faut dire ce qui est. Ça manque de luminosité là. Alors, ça parle beaucoup sur le chat. Merci beaucoup, les amis. Euh, alors, donc pour l'instant, donc j'ai mis sur le. C'est pour Marie et pour tous les gens qui m'ont posé la question juste avant la pub. J'ai formulé la phrase, le sondage, sur le long terme dans ta vie, est-ce que tu es ou est-ce que tu seras plus? Voilà. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, là, si vous êtes locataire, quelle est votre aspiration? Si vous vivez chez vos parents, quelle est votre aspiration plus tard? On peut également se dire qu'il y a des gens qui sont propriétaires et qui le regrettent et qui aimeraient repasser dans la team locataire. C'est pas des blagues, ça existe. Hein. Là, le sujet que je suis en train de vous proposer ce matin, j'ai entendu sur RMC, si je dis pas de bêtises, il y a quelques jours, et je peux vous dire que j'entendais des témoignages de propriétaires qui le disaient, qui disaient qu'ils en ont marre et qui réfléchissent de plus en plus à arrêter, à vendre leur maison, parce que quand tu es propriétaire, tu vas avoir une maison, voilà, tu vas, je sais pas, au minimum 150 000 euros, voilà, il y a des gens qui se disent, moi j'ai envie de revendre ma maison, de faire une petite plus-value dessus, et puis avec cet argent-là, alors oui, bon, ok, il faut que tu rembourses ton crédit, etc., mais généralement, voilà, il te reste quand même un petit peu de somme de côté, ils se disent, bah, avec cet argent-là qui va me rester, cette plus-value, etc., je vais pouvoir vivre pendant 10 ans, tu vois, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, admettons que t'as acheté une maison à 300 000 euros, ça fait 10 ans que t'es sur ton crédit, il te reste donc 10 ans à payer. Voilà, la maison elle vaut 300 000 euros, je sais pas, t'as fait un crédit de 380 000, bon allez même 400 000, soyons fous, parce que t'as eu un taux d'intérêt très cher, grosses assurances, bon bref, il te reste encore 200 000 à rembourser. Bah, ta maison qui vaut 300 000 euros il y a 10 ans, peut-être que maintenant elle en vaut 380 000. Hein, tu la revends 380 000, vous avez vu, vous faites le calcul, moins les 200 000 qui te restent à rembourser de crédit, t'as 180 000 euros dans ta poche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a les gens qui se disent ça, ils se disent, moi je suis propriétaire, à un moment donné, bon, ça fait 10 ans que je suis dans ma baraque, je peux faire une plus-value, je peux la vendre, je me remets en tant que locataire, j'ai aucune contrariété. Là, je fais un peu l'avocat du diable. Hein. Moi, je suis de la team propriétaire à fond. Mais là, j'essaye un petit peu de vous amener vers là où... Pourquoi je fais ce sujet ce matin? C'est pour vous dire qu'il y a des gens en France, et de plus en plus, des propriétaires qui disent qu'ils en ont marre parce qu'ils considèrent qu'ils payent de plus en plus. Pas que la taxe foncière, hein, pas que la taxe foncière. On paye de plus en plus. Tout augmente pour quand tu es propriétaire. Quand tu veux prendre soin de ta maison, tout coûte de plus en plus cher. Si tu fais tout tout seul, tes travaux, même là, ça te coûte de plus en plus cher. Les matériaux, tout a augmenté. Il faut que tu ailles louer des camions, que tu prennes de l'essence, machin. Quand tu fais des travaux tout seul, tout ça, ça a augmenté. Les artisans, tout augmente, etc., etc. Il y a des gens qui sont découragés par tout le dispositif de rénovation énergétique parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué. Voilà. Là, je fais l'avocat du diable, hein, parce que moi, je suis pas du tout de cet avis-là, hein, vous allez voir. Hein. Mais là, je dis juste que voilà, certains propriétaires, ils en ont marre. Et puis là, la taxe foncière a augmenté. Alors, il y a une augmentation de 7% de moyenne, mais il y a des endroits où la taxe foncière, il y a des gens, ils ont pris plus de 20% sur leur taxe foncière. Donc si tu payes 1000 euros, bah, voilà, tu payes 1000 euros, là t'es à plus de 1200, il y en a qui ont les boules et qui se disent j'en ai marre. Plus toutes les nouvelles taxes sur les résidences secondaires, il y a des gens qui s'éloignent de plus en plus de l'immobilier. Plus toutes les polémiques aussi sur les propriétaires bailleurs qui font que du Airbnb et qui bon bref, voilà. Il y a des gens qui sont de plus en plus dégoûtés par le fait d'être propriétaire et qui considèrent que rester locataire à vie, c'est bien mieux. Alors moi, je suis de la team propriétaire, je vais voter d'ailleurs tout de suite. Merci à tous ceux qui votent, vous avez le sondage qui est en haut du chat Twitch, sur votre téléphone, sur votre ordi. N'hésitez pas à voter, pour l'instant, c'est la team propriétaire qui l'emporte haut la main à 87%. Donc déjà, je vais lire le chat un petit peu, team proprio, team locataire, et après on va parler de la taxe foncière, pourquoi est-ce qu'elle augmente autant. Donc, il
Il y a Caro qui dit, moi j'aimerais devenir propriétaire parce que je suis locataire et ça fait de grosses sommes jetées par la fenêtre. Il y a pas mal de gens qui sont d'accord avec cet argument. Ça, c'est vrai que c'est l'argument qui revient très souvent, hein, c'est l'argent jeté par les fenêtres. Il y a Camille Lab qui dit, moi team propriétaire, je ne pensais pas l'être un jour. Je vivais à Paris. Ma félicitation à toi Camille d'être propriétaire maintenant, d'avoir atteint ton objectif. Hein. Je suis pas en train de dire qu'être propriétaire c'est un succès. Je suis en train de dire à Camille, bravo à toi d'avoir réussi ton objectif. Maintenant, on a une jolie maison avec jardin en Haute-Garonne pour moins cher qu'une copine qui a acheté un 60 mètres carrés en région parisienne. Merci beaucoup Maë, merci à toi Maë, merci, merci. Il y a Miss Foll qui dit team propriétaire, nous sommes locataires et les prix à Nantes sont tellement élevés que c'est impossible d'avoir un logement décent pour 4 si on n'est pas en HLM, pourtant on gagne bien nos vies. Alors là, Miss Foll, je vais te contredire tout de suite. Je vais essayer de pas faire long là-dessus, mais il faut absolument que je réponde à ça. Donc les gens qui disent que c'est trop cher d'être propriétaire parce que quand tu as une famille donc de 4 ou de 5, il faut obligatoirement que tu achètes donc un plus grand appartement, un loft, un duplex ou une grande maison. Et que donc les prix sont trop chers parce que si tu veux acheter une maison avec 3 chambres ou 4 chambres à Nantes ou à Paris, et bien évidemment ça va te coûter tout de suite au moins 500 000 euros. Voire 700 000 euros, voire 1 million d'euros si tu veux un 4 chambres ou un 5 chambres, bon bref, vous avez compris l'idée. Mais sur un 3 chambres, un F3, bon voilà, dans les grandes villes, oui, c'est cher, Miss Foll, oui, c'est cher. Mais en fait, tu n'es pas obligé de vivre en cœur de ville, tu vois. Et Camille Lab l'a dit juste avant, elle vivait à Paris, elle a décidé d'aller en Haute-Garonne, bon, elle a changé de vie. Et nous, Miss Foll, on a vécu à Nantes pendant 2 ans. Pendant 2 ans. On travaillait à Nantes et on vivait dans un tout petit village à la campagne, à 20 minutes de Nantes. Le village s'appelait Brin. Sur la route de Paimboeuf, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et là-bas, c'était il y a 10 ans, hein, Miss Foll. Hein. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez être propriétaire en vous excentrant un petit peu. C'est quelque chose qui est possible. C'est quelque chose qui est possible. Et tu dis, tu dis, on n'a pas le choix, mon mari n'a pas le permis et ne veut pas de vélo, c'est mon mari le problème. Merci au Katz pour ton abonnement, ça c'est cool, c'est un nouvel abonné, première fois que tu t'abonnes, merci au Katz, ça c'est vraiment super cool, ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci au Katz. Donc Miss Foll, ton mari c'est le problème, vous êtes, après, c'est votre choix de vie. Et voilà. Mais, juste, on peut être propriétaire ou être locataire pour moins cher en allant un peu plus loin et en prenant le tramway, etc. C'est comme le cas de plein de gens en Ile-de-France. Hein. Mais dans la banlieue nantaise, je suis d'accord avec toi, Miss Foll, les cœurs de ville, le cœur de Nantes, le cœur de Tours, le centre-ville d'Angers, voilà, les grandes villes comme ça de notre coin là, de Grand Ouest, c'est cher. C'est cher. Et ça dépend des quartiers, mais c'est cher. Que tu sois locataire, même si tu es locataire. Si tu veux être locataire en plein Nantes, je ne veux même pas savoir combien ça coûte le loyer là-bas. En cœur de Nantes, au plein cœur de Nantes. Mais on décale un peu là, on se décale à Nantes, sur la campagne. Et puis il faut se décaler vraiment. Quand je dis se décaler, c'est pas Orvaux ou Saint-Sébastien-sur-Loire. Hein. Là, c'est pas. Pour moi, tu te décales pas. T'es carrément à Nantes hein, quand t'habites à Saint-Sébastien-sur-Loire ou à Basse-Goulaine ou à Orvaux ou à la Chapelle-sur-Erdre là. Pour moi, t'es à Nantes. Hein. Non, là, t'es en toute première couronne. C'est pareil en Ile-de-France. Hein. Si vous prenez la toute première couronne de Nantes, de Paris. C'est cher, non, faut vraiment aller un petit peu plus loin. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Et c'est pareil dans le sud, hein. Sophie, c'est la même chose dans le sud. Ça dépend où dans le sud, effectivement, elle a raison Caro. C'est cher à Montpellier, Sophie, la vie est chère à Montpellier, que tu sois locataire ou propriétaire. Mais je suis désolé, tu vas dans les Pyrénées-Orientales, c'est pas cher, Sophie, hein.
peu importe l'endroit. Hein. Après, si t'es au bord de la mer, Argelès-sur-Mer et compagnie, tu vas payer plus cher. Canet-en-Roussillon, Saint-Cyprien et compagnie, tu vas payer plus cher. Mais non, comme le dit Caro, ça dépend où dans le sud. Donc, tout ça pour dire que voilà, l'endroit où vous vivez, c'est pas ça qui doit vous empêcher d'accéder à la propriété si vous avez envie d'être propriétaire. Vous déménagez, vous partez un peu plus loin, c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Il y a Diette Marie qui dit je n'ai que 22 ans, donc Marie, elle vit toujours chez ses parents. 22 ans. Mais je savais pas que tu étais aussi jeune, Marie, en fait. Je pensais que tu étais un peu plus âgée, d'accord, ok. Tu commences alors, parce que moi, je pensais que, que tu avais la trentaine et que tu étais diététicienne depuis un moment, etc. D'accord, tu commences, ok. Tu commences dans la vie. Bah, tu as fait quand même pas mal de trucs hein, pour 22 ans. Moi, je pensais que tu étais plus âgé que ça. À partir du mois prochain, team locataire, car normalement, si tout va bien, on déménage avec mon chéri. Ben voilà, tu vas commencer, voilà, c'est très bien. Amy qui dit ici, on est locataire depuis quelques années suite à la séparation. On aimerait acheter, ok, donc voilà. Alors Caro, qu'est-ce qu'elle nous dit Caro? Moi je suis locataire depuis toujours. Malgré mon grand âge, j'ai trop déménagé pour qu'être propriétaire soit réellement approprié à ma situation. Je continue de déménager, alors on verra dans 10 ans. Je m'imagine propriétaire vers mes 50 ans quand j'arrêterai de bouger. Ça, c'est vrai aussi, Caro, t'as raison. Si on est la team, on bouge. Voilà. Voyageuse compulsive, je pense qu'elle va dire la même chose que toi, Caro. Hein. Ici, on est locataire, cela nous va bien. Oui, j'imagine que c'est ça. Pour l'instant, vous êtes voilà. Vous bourlinguez. Vous bourlinguez. Voilà. Effectivement, le fait d'être locataire, ça permet aussi de mettre un peu d'argent de côté, parce que quand tu es locataire, tu n'as pas de taxes foncières à payer et tu n'as pas de travaux à faire. Ça, c'est important aussi, parce qu'on dit souvent les locataires, ils jettent de l'argent par les fenêtres. Oui, je suis entièrement d'accord avec ça. Et les propriétaires aussi ont des frais en plus. Mais c'est pas des frais que tu jettes par la fenêtre. Quand tu es propriétaire, c'est des frais, c'est de l'investissement. Tu investis pour améliorer ton habitat, pour le revendre peut-être dans 5 ans, ou pas du tout, hein, mais juste pour l'améliorer toi, et puis dans 30 ans, peut-être que bah, tu le revendras, et puis ça fera ça pour tes enfants, tac. Mais tu améliores ton bien-être. Et d'ailleurs, quelque chose que je n'ai jamais compris, c'est les locataires qui font des travaux dans leur location. Ça existe plus que vous ne le pensez. Il y a des locataires qui refont tout le jardin de leur location. Ils mettent des clôtures, ils refont le jardin, ils plantent des trucs, ils mettent des canisses, ils mettent des brises-vues, etc. Il y a même des gens qui... Et du coup, quand ils repartent, et il y a même des gens qui font ça dans des HLM, je vous jure que c'est vrai. Dans des HLM, il y a des gens, ils ont des petites courettes, ils réaménagent toute la courette. Donc ils vont acheter des brises-vues abricots dépôt, machin, ils achètent des graviers, ils se font des petits jardins japonais, machin, dans un HLM. Alors oui, vous allez me dire, bah oui, mais peut-être que les gens ils vont rester dans ce HLM pendant 10 ans, pendant 20 ans, c'est chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils l'amélioreraient pas? Oui, si tu veux, tu l'améliores, mais sauf que c'est pas vraiment chez toi. Quand tu quittes le HLM, t'es obligé de tout enlever en plus, ça c'est chiant, t'es obligé de tout enlever, les brises-vues et compagnie. Donc, mais bon bref, tout ça pour rebondir sur ce que disait Voyageuse Compulsive, c'est vrai que quand t'es propriétaire, t'as beaucoup d'argent qui sort dans les petites réparations, les gros travaux, etc. On s'en rend pas compte, hein. Mais tous les mois, tous les ans, pardon, c'est des milliers d'euros, tous les ans. Tous les ans. Nous, notre appartement dans le sud de la France, on l'a revendu, on a fait une plus-value d'à peu près 20 000 euros. Plus ou moins, ouais, 15 000 euros, parce qu'il y a les frais de notaire, les machins, je me rappelle plus trop. En 7 ans, on a vécu 7 ans là-bas. Mais les 15 000 euros de plus-value qu'on a fait à la revente sur ce premier appartement, les gens me disaient, ouais, c'est super, en 7 ans, vous avez fait 15 000 euros de plus-value et tout, c'est cool, voilà, vous avez géré et tout. Je dis, ouais, on a géré. Mais les 15 000 euros, on les a mis dans l'appart, en fait, en 7 ans. En 7 ans, on les a mis, les 15 000 euros. On a mis 1 000 euros pour refaire le jardin, on a mis 2 000 euros pour changer le chauffe-eau, alors même si on a eu des aides de l'ANA, etc., on a changé des fenêtres, on a changé les chauffe-eau, on a refait du parquet. Enfin, on n'a peut-être pas refait 15 000 euros de travaux, mais facile 5 000, 6 000, 7 000 euros, je sais pas. On a mis un portillon, on a mis un portail, et on a clôturé pour notre chien, ça, vous savez, toi-même tu sais, hein. Un portillon, ça coûte pas 20 euros, quoi. Tu vas à Brico Dépôt, même tu prends le portillon le plus pourri, t'es tout de suite à 150 euros. Alors oui, tu pourrais le prendre sur le bon coin, bon bref. Mais voilà, tout ça pour dire que il y a beaucoup de frais quand même quand t'es propriétaire. Ça monte très vite, tu t'en rends pas compte. La déco, c'est pareil, les bêtises comme ça, tu refais les papiers peints, bref, donc voilà.
Et donc, il y a Caro et Voyageuse Compulsive, bah voilà, elles sont l'exemple type. Je pense que c'est elles qui ont mis Team Locataire, il y en a que deux qui ont mis Team Locataire. Je pense que c'est Caro et Voyageuse Compulsive. Elles sont dans l'exemple type, elles ont... On peut pas contredire cette team-là. Moi, je suis pas de cette team-là, mais leur réflexion, elle est bonne aussi. Parce qu'elles se disent, moi, je suis locataire pendant 20 ans de ma vie. Certes, je suis pas chez moi, mais bon, je peux déménager quand je veux. J'ai pas de frais. Très peu de frais. Quand t'es locataire, t'as très peu de frais. Hein. Faut le dire. Hein. T'as très peu de frais. Si tu casses quelque chose chez toi en tant que locataire, bon, bah, t'appelles ton assurance. Ça dépend de l'assurance que t'as, mais bon, vous avez compris, quoi. Et surtout, elles peuvent économiser un petit peu plus parce qu'elles investissent pas dans des gros travaux, etc. Elles vont pas mettre beaucoup d'argent dans de la déco de leur logement parce que, bah voilà. Et plus tard, quand elles achèteront à 40 ou à 45, tardez pas trop pour acheter, hein, parce que vous allez payer plus cher votre crédit quand même, les filles. Hein. Et ben elles pourront peut-être faire un crédit que sur 10 ans, voire même sur 8 ans. Parce qu'elles ont réussi à arriver à la banque avec 80 000 euros, peut-être. Tu vois 100 000 euros, peut-être même. Peut-être qu'elles auront même 150 000 euros d'apport. Donc elles vont arriver à la banque avec 150 000 euros au bout de 40 ans. Et elles pourront acheter, voilà, sur un tout petit crédit, quoi. C'est ce qu'elles disent. Et Voyageuse Compulsive le dit, j'espère ainsi ne pas faire un crédit ou le moins élevé possible. Voilà. Ça se trouve, Voyageuse Compulsive, elle, a 50 ans, elle va arriver, elle aura 150 000 euros, elle va s'acheter une petite fermette, perdue dans la campagne de la Creuse. Elle va s'acheter cash, elle va acheter sa maison cash à 120 000 euros, et puis voilà. C'est le fait d'être resté propriétaire toute sa vie aussi qui lui a permis d'économiser certains... Voilà. Moi, je suis pas du tout de cette team-là. Moi, je suis de la team, je vais être propriétaire le plus tôt possible parce que je veux améliorer mon logement, proposer une maison saine pour mes enfants et pouvoir ensuite revendre cette maison dans 30 ans et que mes filles, elles aient, bah voilà, si je peux donner à mes filles 50 000 euros chacune, je serais très content, vous voyez, pour qu'elles puissent elles-mêmes être propriétaires plus tard ou pas, hein. Si elle me dit, papa, avec les 50 000 euros que tu me donnes, bah, je m'achète un van et puis je fais le tour du monde, eh ben, je lui dis, mais Panko, vas-y, mais emmène-moi avec toi. Et on va faire le tour du monde ensemble. Après, elle va me dire, ouais, mais papa, comment te dire, je suis avec un copain, il s'appelle Gustavo. Et là, je lui dirais, bah écoute, Gustavo, tu le quittes parce que non, c'est pas possible, tu pars avec ton père, et puis voilà. Voilà, vous avez compris un peu ma façon de voir la vie. Y a Natou qui dit, moi je suis propriétaire, mais je ne suis pas attaché au mur. On a de la chance d'être dans un petit village et de ne pas payer cher la taxe foncière. Nous, quand on aura fini de payer notre crédit, on va vivre comme des riches, nous dit Sophie. Voilà, c'est ça aussi. En fait, tu vois, Sophie, c'est ça. C'est vrai que là, ce qu'elle dit, Caro et voyageuse compulsive, bah, les propriétaires, nous, on va faire l'inverse, en fait. C'est on investit tout de suite pour ensuite, dans 20 ans, vivre, entre guillemets, comme des riches, comme tu le dis, Sophie, mais avoir beaucoup moins de frais, effectivement, dans 20 ans. Donc, c'est une façon de voir la vie qui est différente, mais on peut pas dire effectivement qu'il y a une team qui est meilleure que l'autre. Voilà. Parce que moi je comprends hein, ce qu'elle dit Caro, elle aime bien déménager, elle déménage, elle a pas de frais, ça lui permet d'économiser, puis elle pourra peut-être se faire un crédit sur 10 ans voire moins. Bon, ça peut, hein, pourquoi pas, ça peut. Il y a Marie qui dit, il y a quelques années, j'avais trouvé un super site qui permettait de comparer les coûts en tant que propriétaire et locataire. Et sur ce site, il disait qu'en moyenne, si tu restes plus de 7 ans dans le même logement, c'est plus rentable d'être propriétaire. Effectivement. Effectivement, c'est vrai, j'avais lu ça aussi. Si tu restes plus de 7 ans, la propriété devient plus rentable. C'est ça. Mais il y a des gens qui sont locataires d'une maison. Moi j'ai quelqu'un dans ma famille, il a toujours été locataire. Pourtant, il gagnait très bien sa vie. Mais il a toujours eu des villas à La Réunion, avec piscine, des grandes maisons. Voilà, avec des gros loyers, quoi. 1500 euros de loyer, bon, voilà. Même plus maintenant, hein, parce que maintenant, voilà, là, je vous parle des prix d'avant. Mais ça lui allait très bien. Ça lui allait très bien, parce que peut-être qu'il n'avait pas envie d'avoir ce stress, de gérer les travaux, les problèmes de la maison, etc. Voilà. Peut-être.
Il y a Océane qui dit quand tu mets 700 euros dans un loyer ou dans un crédit, c'est la même dépense pour Océane, et donc elle dit autant la mettre dans le crédit, au moins tu investis. Après, le banquier ne le comprend pas toujours. Oui, c'est ça aussi. C'est qu'effectivement, c'est toujours plus simple d'accéder à la location qu'à la propriété. Donc là aussi, ça dépend pas du niveau de vie, mais du profil. Parce que je le répète, il y a des gens qui restent locataires malgré le fait qu'ils gagnent bien leur vie. Tu vois. Camilab qui dit en Ariège 50 000 euros la maison. Camilab, dis-toi que nous, on a vécu à Perpignan, Pyrénées-Orientales, et à un moment donné, donc on s'était dit, tiens, est-ce qu'on n'achèterait pas une deuxième appartement? Et on avait regardé les prix dans les stations de ski. Et bien, figurez-vous qu'à Font-Romeu, les gars, à Font-Romeu, hein, c'est une station de ski qui est connue quand même. On est dans les Pyrénées-Orientales, on n'est pas dans les Alpes, etc. Ok, mais on est quand même à Font-Romeu. Hein. Font-Romeu, c'est quand même assez connu. Il y a des grands championnats de ski qui se font là-bas, de snowboard et compagnie, c'est quand même pas n'importe quoi. À Font-Romeu, tu pouvais acheter un appartement T1 bis. Enfin, moi j'appelle ça T2, hein. Il y en a qui appellent ça T1 bis, mais bon. Ouais, T1 bis, en gros, voilà, t'avais studio, une chambre séparée, et puis deux couchages qui étaient intégrés dans le couloir. Voilà, bref, c'était un truc pour 4 personnes, voire 6, si tu mettais un clic-clac. Les gars, je vous mens pas. Il y avait des trucs à 70 000 euros. À 70 000 euros, qui étaient en état, en bon état. En très bon état. Et on avait regardé en Ariège aussi, Camille Lab, effectivement, en Ariège, ça m'étonne pas de les prix que tu me donnes, 50 000 euros la maison en Ariège, ça m'étonne pas, parce que c'est assez perdu l'Ariège, il n'y a pas grand-chose, hein, à part le Tour de France quand il va passer à Foix ou à 1000 poids, là ou je sais pas quoi, bon, il n'y a pas grand-chose en Ariège. C'est de la montagne. Mais voilà, peut-être que Caro, voyageuse compulsive, peut-être qu'elles diront, quand elles auront 50 ans, on achète une baraque à 70 000 euros en Ariège, comme des montagnardes, et puis voilà, et puis elles ont pas de crédit, et du coup, au final, elles ont la même vie, elles auront la même vie que moi, que nous les propriétaires, en gros. À 50 ans, elles auront leur maison, elles auront pas de crédit à payer parce qu'elles ont pu acheter leur maison cash, ou alors elles ont fait un tout petit crédit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Euh... Il y a Okats qui dit salut tout le monde. Nous, on a acheté notre maison il y a 5 ans dans un petit village autour de Béziers. Et hier soir, en traînant sur l'application de la banque, j'ai regardé combien il nous restait à payer. Et on en a encore pour 20 ans. C'est énorme et légèrement déprimant. Alors, c'est pas énorme, Okats. Après, oui, t'as fait un crédit sur 25 ans, c'est beaucoup. C'est pas quelque chose que je conseille. Ouais, c'est vrai que je conseille le 20 ans maximum. Mais voilà, il y a des gens qui font des crédits sur 25 ans, même à une époque, tu pouvais faire des crédits sur 30 ans. Mais c'est pas déprimant, dis-toi que tu investis au 4, tu investis dans ton logement, que tu auras dans 20 ans payé. Améliore-le ton logement, améliore-le, vois-le vraiment comme un investissement, comme un produit d'épargne. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir ta maison, ta résidence secondaire, ta résidence principale, pardon. Certes, elle ne te rapporte pas d'argent, tu ne l'as même, quoique elle pourrait te rapporter de l'argent, ta résidence principale. Hein. Tu peux louer une chambre, tu peux louer une partie de ton jardin, une partie de ton garage, je le répète. Si tu as un grand terrain, tu peux faire du gardiennage d'animaux ou de camping-car. Bon, bref, on peut monétiser sa résidence principale. Tu peux louer aussi ta piscine si tu as une piscine l'été. Bon, bref, il y a plein de choses comme ça. Hein. Mais voilà vraiment comme un investissement, la résidence principale. Hein. Elle te rapportera bien évidemment moins qu'une résidence secondaire que tu vas mettre en location. Voilà, c'est évident, mais voilà. Et 20 ans, non, ne déprime pas. Ne déprime pas. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux de faire un crédit sur 10 ans. Nous, notre premier appartement à Perpignan, on avait fait un crédit sur 10 ans. On l'a revendu au bout de 7 ans. Il nous restait 3 ans à payer. Hein. Donc très clairement, si c'est quelque chose que vous pouvez faire, là je m'adresse à Caro, à Voyageuse Compulsive, à tous les gens qui pensent acheter quand ils auront 40 ans ou 50 ans, vous prenez du 10 ans max, parce que très clairement, oui, tu vois le temps défiler très très vite quand tu prends un crédit sur 10 ans. Par contre, effectivement, comme le dit Ocats, quand tu prends un crédit sur 20 ans ou sur 25 ans, tu as l'impression que le temps passe beaucoup moins vite, en fait, effectivement. Donc oui, voilà, je peux comprendre. Il y a Camilab qui dit en parlant d'achat, lorsque nous avons acheté la maison, j'avais 1200 euros de salaire. Maintenant, je suis à 2000 euros. On hésite à augmenter le prélèvement de crédit pour réduire la durée, mais on hésite. Pour le moment, j'épargne, je ne sais pas si ça vaut le coup d'augmenter pour réduire la... Alors moi,
mon conseil Camille Lab, honnêtement, ça dépend de ce que tu veux faire. Parce que là, en fait, si tu épargnes Camille Lab, si tu épargnes et que tu mets ça sur ton LEP, il te rapporte 6% Camille. Donc ça c'est plus intéressant actuellement en 2023 d'épargner. Le livret A, il est à 3%. Tu vois, le livret A, il est à 3%, le LEP, il est à 6%. C'est plus intéressant d'épargner Camille Lab que de réduire pour l'instant, que d'augmenter tes mensualités pour réduire la durée de ton prêt. Mais à un moment donné, Camille, lorsque l'inflation va baisser, que les taux d'intérêt vont baisser, qu'on va repasser un livret A qui vaut 1%, etc., il serait intéressant de vous poser la question, Camille. Parce que effectivement, là, ton salaire, il a quasiment doublé. Tu vas pas doubler tes mensualités, mais tu peux les augmenter d'au moins 30%. Donc, réduire la durée de ton prêt aussi. Après, fais le calcul, parce qu'il y a des banques qui vont facturer cette renégociation. Donc, si c'est facturé 200 euros, en soi, t'es pas à 200 euros près quand tu as emprunté 300 000 euros, tu t'en fous un peu. Si t'es doué, tu peux dire à ta banque, me facturez pas les 200 euros, franchement, ça fait des années que je suis chez vous, j'ai une assurance, mais bref. Mais bon, s'ils veulent te les facturer, les frais de renégociation, pourquoi pas. Mais voilà, si tu as un LEP, Camille, tu le mets au plafond. Si tu as un livret A, tu le mets au plafond. Vous restez là-dessus jusqu'en 2025 au moins, parce qu'ils n'ont pas prévu de baisser les taux de ces livrets A jusqu'en 2025. Mais à un moment donné, quand le livret A va rebaisser à 1%, renégocier, parce que si vous arrivez à diminuer de 3 ou 4 ans votre durée d'emprunt, par contre, attention, si la banque commence à te dire, bon, bah, les frais de renégociation, de ci, de ça, ça va être de 1000 euros, enfin, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais fais le calcul aussi, quoi. Qu'est-ce que tu vas gagner par rapport aux frais de dossier renégociation moi, je te dis, c'est 200 euros, c'est pas des grosses sommes, 100, 200, 300 euros, mais des fois, voilà, suivant les banques, suivant le crédit, bon, voilà. Ok, donc ça marche. Donc ça, c'était pour répondre à Camille. Là, pour l'instant, épargne, ça sert à rien de renégocier, je trouve. Propriétaire depuis un mois pour Sandra. Bravo, Sandra. Bravo, bravo. Il y a Océane qui dit à Marie, profite quand tu es chez tes parents, tu as l'opportunité de mettre de l'argent de côté. Donc reste chez tes parents le plus longtemps possible. Effectivement, si tes parents t'acceptent, Marie, reste chez tes parents le plus longtemps possible si c'est quelque chose que tu as envie. Et après, si tu as envie de te mettre avec ton chéri en location, allez-y tout de suite. Hein. Voilà. Hein. Il y a Camille Lab qui rappelle aussi, attention, quand on a passé 30 ans, l'assurance emprunteur aussi coûte plus cher. Effectivement, plus on vieillit, plus l'assurance emprunteur coûte cher. Mais il y a des gens qui achètent à 50 ans et oui, l'assurance emprunteur coûte plus cher, oui, mais tu peux faire des plus petits crédits, quoi. Daddy qui dit, nous on a acheté jeune aussi, on investira ailleurs ensuite. Ouais, geste compulsif qui dit, comme tu dis, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait de bons et de mauvais choix. C'est à adapter en fonction du mode de vie, des choix de vie, et puis de ce qui nous arrive dans la vie, en fait. Des fois, du jour au lendemain, on va perdre son boulot, du jour au lendemain, on va gagner plus d'argent, du jour au lendemain, on a envie de partir en road trip, on a envie de se poser, voilà, il y a des gens, du jour au lendemain, il y a des gens, ils ont envie de se poser, quoi, tu vois. Et il y a des gens, ils n'ont pas envie, donc vraiment, ça dépend de beaucoup, quoi. Il y a Caroline qui dit à partir de quel apport on peut se lancer pour acheter une maison qui vaudrait 200 000 euros. Il est conseillé, Caroline, quand on veut être propriétaire, d'avoir au minimum 10% d'apport. Mais au minimum, si tu n'as pas déjà 20 000 euros, Caroline, tu ne vas pas pouvoir acheter une maison à 200 000 euros. Mais ça, c'est du grand minimum, Caroline. Parce que ça va dépendre de ton salaire et de comment tu gères tes comptes. Voilà. Et de plus en plus de banques demandent plus que 10%. Voilà. Donc, très clairement, si tu arrives à la banque, que tu as zéro apport, et que tu leur dis, je vais acheter une maison qui vaut 200 000 euros, même si tu as le salaire qui te permet de ne pas dépasser les 33% de taux d'endettement, etc., tu arrives, tu dis, moi je m'appelle Caroline, je gère bien mon argent, patac ou fin, blablabla, ils vont te regarder, ils vont dire, si tu gères bien ton argent, Madame Caroline, pourquoi est-ce que tu n'as pas d'argent ? Ah, et dire, attendez, vous avez 30 ans, vous voulez acheter une maison à 200 000 euros, ça fait 10 ans que vous travaillez, vous n'avez pas un copec sur vos livrets d'épargne, le banquier va dire non, il va te dire non. Il va te dire non. Donc très clairement, voilà, il faut que tu arrives avec un
compte en banque dans le vert, et que t'es, allez, grand minimum 10%, hein. 10% d'apport, hein, mais grand minimum, hein. Grand minimum, hein. Voilà. Il y a Marie qui dit, moi j'ai acheté un petit corps de ferme à 26 ans, 10 ans de crédit, on rénove petit à petit. Ben, bravo à toi, bravo à toi. Dans 3 ans, vous avez déjà payé, bah c'est très bien, hein, bravo. Hein. Très très bien. Hein. 200 000 euros, moins de 200 000 euros, vous avez tout fait. Gros budget pour les fenêtres, et le prochain budget, ouais, ça sera la toiture. Oui, c'est ça, après voilà, quand t'achètes, quand tu rénoves, après voilà, 200 000 euros, c'est quand même un gros budget. Hein. T'as acheté une ferme à rénover, peut-être que vous l'avez acheté 90 000 euros, 80 000 euros, vous avez peut-être fait 120 000 euros de travaux, voilà. Après, souvent, moi je mets un bémol sur les gens qui font les travaux eux-mêmes, c'est qu'ils ne prennent pas en compte aussi tous les frais annexes. Hein, le carburant, notamment. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas en compte le carburant ou les locations de véhicules, etc. Et souvent, les gens, quand ils te disent « Ouais, j'ai fait 120 000 euros de travaux », c'est un peu à la louche, en fait. Franchement, tu peux rajouter facile 10% sur les 120 000 euros de travaux quand les gens te disent. Sauf si c'est des gens qui sont très très rigoureux, qui ont fait des tableaux Excel, qui ont dit alors Super U, location de camion ben, tant, déchetterie pour évacuation des gravats, tant, parce que tu payes l'évacuation des gravats aussi, quoique bon, bon, bref, vous avez compris l'idée. Donc les gens qui font les travaux eux-mêmes, des fois, faut faire attention. Hein. Moi je dis, faut toujours rajouter un peu à ce qu'ils vous disent. Et effectivement, je vais rebondir un peu sur les gens qui restent locataires ou qui restent chez leurs parents, etc. Profitez aussi, hein, quand vous êtes locataire, vous avez aussi droit aux APL, etc. Effectivement, comme le dit Amy. Amy, elle dit, on a 7 000 euros de côté, on va essayer d'arriver à 10 000 euros d'ici l'année prochaine. Chéri, lui, il est en alternance, on espère qu'il ait un CDI, pour pouvoir ensuite acheter, effectivement, autour des 180 000 euros. Pour l'instant, on profite en tant que locataire, elle nous dit Amy, on a les APL vu qu'on a 3 enfants. Voilà, effectivement, non mais des fois, suivant où t'en es dans ta vie, être locataire, c'est top, quoi. Parce que tu t'es logé pour quasiment rien. Moi, je me rappelle, il y a une époque avec Bibou, bon, on n'avait pas d'enfants, mais on avait, je vous mens pas, je vous raconte pas de bêtises, on avait un loyer de 600 euros, on avait 310 euros d'APL. 150 euros chacun, plus ou moins, 155 euros. On n'était pas mariés, voilà. Du coup, notre logement, il nous coûtait que 300 euros par mois. C'était un truc. Au dernier étage d'un immeuble, on avait une terrasse immense à Avrier, là, dans la première couronne d'Angers. On avait le tramway qui était à nos pieds. On avait 2 salles de bain et 2 chambres. Voilà, une petite... Bref. 3 chambres, non, 2 chambres et demie. Bon, bref. C'était super bien, quoi. Et on payait 300 euros. Et c'est un logement dans lequel on aurait pu rester, même si on avait commencé à travailler, à avoir des salaires, etc., et à sortir de cette vie d'étudiant, on serait probablement resté dans ce logement pendant peut-être 5 ans, j'en sais rien. Tu vois ? Tu payes 300 euros de loyer, t'as les APL qui tombent, enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc, effectivement. Alors, je continue de lire le chat, je suis très très en retard. Très très en retard dans le chat, c'est ouf. Amy qui dit, du coup, est-ce qu'il faut attendre plutôt 2025 pour acheter selon toi ? Alors, j'en sais rien du tout. Pour acheter, t'achètes quand tu veux, Amy. Hein. Là, quand je te disais 2025, c'était par rapport au taux du livret A et du LEP. Ok ? Et quand j'ai dit en 2025, les taux vont baisser, je parlais des taux du livret A et les taux du LEP. En 2025, les taux d'intérêt des livrets d'épargne devraient baisser. Parce que, normalement, voilà, le ministère de l'économie, là, ils se sont mis d'accord avec la Banque centrale, etc., que jusqu'en 2025, le LEP va rester à 6 et le livret A à 3. Enfin, du moins, toute l'année 2024, ça ne devrait pas bouger. Mais il y aura peut-être des changements. Mais les taux immobiliers, personne ne sait, Amy, ce qui va se passer. Moi, je dis toujours aux gens qui veulent acheter, ça sert à rien de dire « je vais attendre que ça baisse ». C'est comme en bourse, en fait. Les gens qui disent « ah, je vais pas acheter tout de suite parce que là, le CAC 40, il est super haut, il est à plus de 7000, je sais pas combien on est, le CAC 40, là, Caro, si tu peux me dire. Mais bref, on n'a jamais été aussi haut sur les marchés financiers qu'aujourd'hui. Donc là, si tu veux rentrer en bourse aujourd'hui, les gens vont dire « mais non, rentre pas en bourse maintenant, c'est beaucoup trop haut. Là, on est sur une période inflationniste incroyable, tout vaut cher, vaut mieux que tu attendes un peu que ça rebaisse. » Ça sert à rien d'attendre un peu que ça rebaisse.
Ça sert à rien, tu rentres quand tu veux. Le point d'entrée n'est pas important. Alors oui, sur un achat immobilier, tu vas me dire, bah non, le point d'entrée est important sur un achat immobilier parce que si j'achète aujourd'hui et que mon taux d'emprunt, il est de 2%, 2,4%, j'en sais rien combien sont les taux maintenant, peut-être que dans 4 ans, les taux vont rebaisser et que je vais pouvoir emprunter à 1,7. Je dis, ouais, mais sauf que ça, personne ne peut te le dire, en fait. Donc achète là, maintenant, avec les revenus que tu as, la vie que tu as, tu peux te permettre d'acheter, achète, et puis dans 10 ans, si tu as envie de renégocier ton prêt, tu le renégocieras. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas savoir. Il y a Sophie qui dit, moi j'ai fait un crédit de 300 000 euros avec un apport de 15 000. Ça fait 5% d'apport. T'as fait ton crédit quand? Ça me paraît un peu tiré par les cheveux. 15 000 euros d'apport pour 300 000 euros de crédit. Bravo à vous si vous avez réussi à faire passer ça. Aujourd'hui, parce que ça me paraît quand même assez fou. Hein. Ça fait 5% d'apport, Sophie. Hein. 15 000 sur 300 000, ça fait que 5% d'apport. En 2022, bravo encore une fois si vous l'avez fait, mais je pense que c'était plus il y a 10 ans que vous avez fait ça, non? Il y a Camilab qui dit qu'il faut se renseigner. Parfois, certaines entreprises proposent des taux d'intérêt, des aides avantageuses pour les employés. Avec mon mari, à la Poste, on a pu avoir droit à une partie du crédit avec un taux très bas. Effectivement, tu as raison, Camilab. Il y a effectivement des gens des entreprises qui proposent des aides à l'habitat, effectivement. Que ce soit pour les locataires ou pour les propriétaires. Tu as totalement raison. Quand on travaille dans une grosse boîte, toujours aller se renseigner. Quand on a un gros comité d'entreprise, qu'on est dans une grosse entreprise, on peut avoir accès à énormément de choses. Vous n'avez pas juste accès à des tickets de cinéma à 4,50€ quand vous êtes dans une grosse entreprise. Hein. Vous avez accès à énormément de trucs. Moi, quand j'ai travaillé dans une grande boîte Casino, le grand groupe Casino, les supermarchés, les hypermarchés, les restaurants Casino et tout ça, il y avait un dispositif où c'était Casino même qui proposait des logements pour ses employés. Alors ça passait pas par Casino, mais en gros, tu passais par la boîte, quoi, et c'est eux qui te mettaient en relation avec le prestataire bailleur, etc. Tu avais des logements encadrés, etc. Et c'était l'entreprise qui se portait caution pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas négligeable quand on est dans une grosse boîte, il y a énormément d'avantages. Il y a Caro qui dit, moi j'ai un plan à 5 ans, 15 000 euros d'épargne pour l'instant. En t'écoutant, je me dis que c'est pas une mauvaise stratégie. Ah bah c'est très bien, hein, Caro. Si là tu as déjà 15 000 euros d'épargne, Caro, mets ton épargne sur ton LEP. Si tu peux ouvrir un LEP, que tu ne déplaces pas les plafonds de revenus, mets ton LEP au plafond. Hein. C'est 10 000 euros. À partir du 1er octobre, tu pourras mettre 10 000 euros. À partir de maintenant, c'est 7 700. Mets tout ton argent sur ton LEP, hein, Caro. Et le reste sur le livret A. Hein. Absolument. Hein. J'ai fait mon crédit il y a 8 ans, nous dit Sophie. Ben voilà, il y a 8 ans, tu vois, Sophie, effectivement, c'était pas les mêmes conditions d'emprunt. Donc oui, il y a 10 ans, tu pouvais emprunter même sans apport. Tu pouvais emprunter sans apport il y a plus de 10 ans. Maintenant, l'apport est obligatoire parce que les banques considèrent qu'il faut que l'emprunteur prouve son sérieux. Il faut que l'emprunteur arrive avec un capital. Il faut que l'emprunteur puisse dire à la banque, regardez, je suis sérieux, je mets de l'argent de côté tous les mois. Je veux être propriétaire. Je sais dans quoi je pars. Tu vois, une banque ne peut pas prêter 300 000 euros à quelqu'un qui n'a pas d'argent de côté. Parce que, qu'est-ce qui se passe si cette personne ne paye plus? Vous voyez? Bon, alors oui, il y a des assurances, vous me direz. La banque ne prend pas trop de risques. Il y a des hypothèques, il y a les assurances. Donc... Mais sur le principe, sur le papier, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas surendetter des gens qui ne savent pas gérer leur argent. Donc il faut que tu arrives auprès de ta banque en disant « J'arrive à gérer, je suis dans le vert. J'ai tant de côté. » Vous voyez ce que je veux dire? Marie qui dit « En fait, nous, ce qui nous bloque pour déménager, enfin surtout pour trouver un bon logement, c'est nos statuts. » Oui, effectivement, hein, si ton chéri est en CDD et que toi, tu es diététicienne à ton compte, que tu es en côté en libéral, etc., oui, effectivement, oui.
tu vas avoir une difficulté à accéder à la propriété, évidemment, mais à la location, non, Marie. T'es pas obligé d'avoir un CDI, parce que là, Marie a dit, sans aucun CDI, et même avec des garants, c'est difficile de trouver un logement. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Je vais te répéter ce que j'ai dit plus haut pour les locataires. Oui, ça va être difficile de trouver une location en plein cœur de Paris ou de Nantes si t'as pas un CDI et si t'as pas des garants qui ont 3 fois le montant du loyer. Ou 4 fois, même maintenant. Maintenant, ils demandent même 4 fois le montant du loyer. Ce qui est quand même assez incroyable. Je sais pas, ton loyer, si ton loyer il est à 700 euros, aux gens d'avoir des garants qui gagnent 4 fois le montant, à un moment donné, c'est bon, quoi. Enfin, oui, mais il y a une mouche là. Mais tout ça pour te dire, Marie, si vraiment vous voulez être locataire, vous vous éloignez. Vous vous éloignez, vous allez dans le privé, vous trouvez, voilà, une petite mamie qui va louer, enfin, ça se trouve, hein, ça se trouve sans problème. Mais encore une fois, si tu peux rester chez tes parents, Marie, voilà, sans problème, quoi. Sandra, je comprends pas ta question. Si une de tes filles veut garder la maison, tu feras quoi? Tu parles de quoi, Marie? De cette maison-là? Tu me poses la question à moi, là? Si une... Parce que ça me dérange, je te dis si une de tes filles. T'as pas dit si une de vos filles, donc c'est pour ça que moi ça me dérange. Je sais pas si tu me parles à moi. Euh... Alors, Marie qui dit, vaut mieux ouvrir et basculer l'ensemble du livret A sur le LEP selon toi, et une fois qu'il est full, mettre sur le livret A. Oui, 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 Marie, mais je vous l'ai dit, je vous le redis, je vous le redis. Vous devez mettre votre LEP à fond. Le LEP, si vous avez 7700 euros d'épargne, vous le mettez au plafond, votre LEP. C'est obligatoire. Obligé, obligé, obligé. Ok. Et ensuite, tu bascules sur le livret A. Exactement. Je vais vous laisser pendant encore 2 petites minutes. Hein. D'accord. Ensuite, j'attends juste que Sandra me reprécise ce qu'elle voulait me demander là. Je reviens dans 2 minutes, les amis. Je vais prendre un verre d'eau parce que j'ai pas pris d'eau. Et ensuite, en dernière partie, s'il vous plaît, restez avec moi. Je vais vous poser une question sur la voiture électrique. Et ensuite, n'oubliez pas que ce soir, on est encore en live et on va analyser le budget de Rita. Je reviens dans 2 minutes. Restez là, faites un petit pipi. À tout de suite, les amis. Heureux. Ouais, juste, je ferme ma porte, j'ai oublié. Alors, je réponds juste à Marie. Donc Marie qui dit on se fait refouler partout. Elle n'arrive pas à trouver de location, Marie. Et on est à la campagne isarienne. Je pense que c'est l'Isère, je sais même pas où c'est ça. Mais Marie, bah là c'est pareil, je vais te dire la même chose que pour ton projet pro. Hein. C'est bon courage à vous et ne vous découragez pas. Ça, c'est vraiment un message que j'essaie de faire passer, qu'on essaye de faire passer avec Bibou quand on. Ah, un petit peu, c'est un peu notre mindset, hein, notre état d'esprit de la vie, c'est vous découragez pas en fait. Voilà, soyez résilient et face à la difficulté, relevez-vous. J'ai une difficulté à trouver un travail, j'ai une difficulté à trouver un stage, j'ai une difficulté à trouver un logement. J'ai eu 10 refus, 15 refus, 20 refus. Vous découragez pas. La 21e fois sera la bonne. Alors oui, c'est chiant. Oui, tu te dis, ah, il est trop beau ce logement, j'aimerais trop vivre là. Et puis finalement, ton dossier n'est pas accepté. Mais il faut se dire que c'est le cas de plein de gens. C'est le cas de plein de gens. Nous, ça a été notre cas. Hein. Vous ne le savez peut-être pas si vous ne nous suivez pas depuis le début, mais voilà, on a vécu dans des logements, nous, qui étaient tout pourris. Moi, j'ai eu des grosses déconvenues. Bibou, c'est pareil. Au niveau professionnel, on a eu des déconvenues incroyables. Incroyables, incroyables. Moi, quand j'étais étudiant, que je cherchais des stages, je me rappelle la toute première année où j'ai cherché un stage, j'ai envoyé, c'était en BTS, j'ai envoyé un mail, j'ai envoyé un mail, j'ai trouvé mon stage direct. J'ai des potes, ils en ont envoyé 20, 30, 50, ils trouvaient rien. Et moi j'étais là, et je dis, oh, la vie elle est trop facile, c'est trop cool. J'étais en BTS, j'étais là, je dis, putain, c'est trop facile. J'ai reçu mon bac,
Ouais, j'ai pas trop galéré, j'ai pas trop travaillé à l'école, j'ai les doigts dans le nez, tu sais, j'ai eu 11 de moyenne au bac scientifique, je dis, ah, franchement, c'est bien, là, je suis bien parti dans la vie, là, j'ai eu mon BTS sans problème, j'ai trouvé mon stage là où je voulais, dans un hôtel, tu dis, ouais, la vie est super, quoi, tu vois. Je suis arrivé ensuite en licence, et là, il fallait chercher un stage à l'étranger. Je peux vous dire que c'était pas du tout la même truc, hein. Parce que va chercher un stage à l'étranger, moi j'ai envoyé des mails en Angleterre, en Afrique du Sud, en Australie, je ciblais tous les hôtels de luxe, etc. J'ai envoyé, ben, je sais pas, des dizaines et des dizaines de mails. Et j'ai des potes à moi, c'est pareil, on avait même un pote de promo, il avait envoyé plus de 100 mails. Parce que voilà, et il y en a à l'inverse, ils en avaient envoyé juste 3 ou 4, ils avaient peut-être mieux fait les choses, mieux ciblé. Il y en avait une, elle voulait aller à Las Vegas. Elle a ciblé Las Vegas, elle a chopé son stage dans un casino à Las Vegas, elle a réussi à trouver, vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai réussi à trouver un stage en Australie, dans un hôtel de luxe, 5 étoiles, hôtel Hilton, j'étais au bord de la mer et tout. J'étais super content quand j'ai eu la réponse. Mais tout ça pour vous dire, la résilience, c'est super important. C'est, tu vas en avoir un échec, 5 échecs, 10 échecs, 20 échecs. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a qui auront toujours plus d'échecs que toi. Et puis la prochaine fois, dans ta prochaine difficulté, tu réussiras direct. Tu vois, tu vas réussir direct. Tu vois ce que je veux dire? C'est des fois, il y a des choses, tu galères, et des fois, il y a des choses, tu réussis en un claquement de doigts à les faire. Voilà. Il faut pas, faut pas se. Et puis, Marie, t'as 22 ans, moi, vraiment, là, c'est quelque chose. La Marie, elle dit, entre les logements et les 153 candidatures spontanées pour des postes de diététicienne, je vais sombrer dans la dépression. Non, mais je sais que c'est dur, Marie, c'est compliqué, mais on a tous eu cet âge où soit tu sais pas quoi faire de ta vie, soit tu sais quoi faire de ta vie, mais t'arrives pas à trouver de boulot. Mais moi, quand j'ai fini mes études, Marie, j'avais un bac plus 5 en hôtellerie-restauration. J'ai envoyé des CV, des CV, des CV, des CV. On me disait soit que j'étais surdiplômé, donc que j'avais un master et que j'étais donc trop diplômé pour être réceptionniste ou gouvernant, etc. Bon, bref. Et à l'inverse, quand j'envoyais des CV pour être assistant de direction, ou bien travailler dans les ressources humaines, dans les bureaux, etc., dans les hôtels et tout, ou bien pour être chef de réception, etc., on me disait, vous n'avez pas assez d'expérience, vous avez fait que des stages en réception, en hôtellerie et tout ça. Moi, ça me faisait péter un boulard, en fait. Il y en a même une, c'était le groupe Accor, Mercure. Mercure à Angers, si vous connaissez, l'hôtel d'Angers, Mercure, Palais des Congrès d'Angers, là, vraiment au centre-ville d'Angers, j'avais envoyé un CV, et à un moment donné, elle me dit ça, elle me dit bah non, 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 mais vous êtes trop diplômé. J'avais postulé un poste de réceptionniste, qui était à 1 500 € par mois. Elle me dit, vous êtes trop diplômé, moi je peux pas vous prendre. Je dis mais madame, je dis, vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire? Je dis, j'ai 25 ans, j'ai un bac plus 5. Ça fait le centième CV que j'envoie. Tout le monde me dit la même chose que vous. À un moment donné, comment on fait nous, les diplômés, pour trouver un boulot? Si vous nous dites, on est trop diplômé pour être réceptionniste, et à l'inverse, vous nous dites, on va pas vous prendre dans les postes à responsabilité parce que c'est pas votre master en gna 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 qui va faire de vous des bons gestionnaires d'hôtel. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai compris que le monde du travail, c'était un monde qui ne m'allait pas. Et du coup, mon choix de vie, bon, j'ai quand même après travaillé dans la restauration, j'ai accepté un boulot de manager en restauration pendant 3 ans, mais ça m'a vite gonflé. Et ensuite, du coup, mon choix de vie, qu'est-ce que je dis, ma résilience, hein, j'ai rebondi en me disant, j'arrête d'être salarié, je fuis le monde de professionnel, et j'essaye, à mon compte, avec ma femme, de faire quelque chose. Et voilà, on a fait YouTube, et puis on a fait Patacoufin, ça a marché pour nous. Bon, bah, attends, voilà, écoutez, voilà, toi, Marie, je te dis pas, va voir une chaîne YouTube, et ça va marcher pour toi. Non, mais à 22 ans, on a plein de difficultés. Nous, on a galéré jusqu'à l'âge de 25, 26 ans, jusqu'à trouver notre chemin, quoi, tu vois. Donc ça va le faire. Et tu dis, Marie qui dit que c'est vrai que c'est pas évident, je commence à trouver le temps long. Le temps, il est pas long. Tu n'as que 22 ans, Marie. Si tu as besoin d'argent, euh, tu peux mettre en poste ton projet de diététicienne.
et aller avec ton chéri travailler, vous allez faire les vendanges, les abricots, les pommes, les pêches, pourquoi pas voyager, profitez-en pour voyager. Vous allez en Australie, tu payes ton billet d'avion, tu te fais un visa working holiday, tu vas ramasser les pêches, les fraises en Australie, tu fais des petits boulots dans les pizzerias, etc. L'argent que tu gagnes là-bas, tu l'utilises pour vivre là-bas, t'as la belle vie. Quand tu reviens, voilà, c'est des pistes que je te donne. Ou alors, tu vas travailler à McDo, voilà, tout le monde peut travailler à McDo, tu vas travailler à McDo, tu fais des petits boulots, etc. Ça plus ça plus ça. Et puis ensuite, ton projet d'être diététicienne, tu le gardes en tête. Pour le faire virtuellement, pourquoi pas, ou tu continues d'envoyer des CV. Tu dis, tu as envoyé 153 CV, envoie-en 200, 300. Un jour, ça va le faire. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Ok? Il y a Amy qui dit c'est hyper compliqué les locations, c'est clair. Nous, on a eu un gros coup de bol. Ah. Donc voilà, pareil pour les locations. Bon courage à vous. Continuez d'essayer. C'est normal d'avoir des petits coups de mou, mais n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Ok? Mon mari a bac+5 en gestion d'entreprise, personne ne le prenait car pas d'expérience. Bah voilà, il a le même diplôme que moi. Moi, c'est gestion d'entreprise et des activités touristiques, un truc du genre. Il a fini par bosser au McDo le temps de trouver un poste qui lui correspondait, mais voilà, exactement. Après, c'est pas dégradant de travailler dans les Burger King et compagnie. C'est pas des boulots qui sont difficiles. Voilà, t'es payé, t'as des primes, t'as des primes, t'as des tickets resto, t'as des 13e mois, voilà. Une diététicienne qui va bosser au McDo, ça la fout mal. C'est vrai, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Eh ben Marie, au lieu de travailler à McDo, va travailler à, qu'est-ce qu'on va dire, Biocop, ou à Maison du Monde, ou à Nature et Découverte, ou à Naturalia. Marie, va dans les magasins bio pour travailler en tant que vendeuse. Et puis voilà, t'y vas cash. Tu dis, moi j'ai 22 ans, j'essaie d'être diététicienne, je trouve pas, je suis en galère, j'en ai marre, ça fait 153 CV que j'envoie. Voilà, si vous pouvez me prendre en tant que vendeuse, moi je sais mettre des bananes dans un rayon, s'il vous plaît, j'ai besoin de travailler. Et puis t'y vas quoi. Tu vas travailler à Biocop. Et puis peut-être qu'après ça va bien se passer, et à Biocop ils auront besoin de diététicienne, etc., etc., etc. Puis voilà. C'est des fois, faut se dire ça, Faut se dire ça, La Poste recrute un max de facteurs, il n'arrive pas à recruter. C'est vrai, Camille. Et cet été, j'ai vu cet été, Camille, t'as raison. Tous les facteurs cet été, c'était que des jeunes. Incroyable. Et des filles, C'était des jolies filles en plus, C'est la première fois que je voyais ça, Des petites filles de 20 ans, comme ça, elles étaient là avec leur petite voiture de facteur, là, de factrice, et je dis, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Des filles de 20 ans facteurs. J'avais jamais vu ça. Et alors je leur dis, ça va, c'est pas trop. Et moi, j'aimerais trop, moi, tu sais, tester un peu le facteur et tout. Et elle me dit, ça va, c'est pas trop dur et tout. Et apparemment, c'est super cool à faire. Contrairement à ce que les gens disent, que la poste, c'est comme Amazon, le métier de facteur est difficile. Elle me disait, les filles, j'allais dire les petites nénettes, c'est très dégradant. Parce que Marie a 22 ans, donc je vais arrêter de dégrader les jeunes. Les filles, les jeunes femmes, elles me disaient non, non, c'est super, faut juste voilà, comprendre la tournée, voilà, un peu de mémoire et tout ça à faire, mais sinon, c'est pas compliqué le métier de facteur. Tu viens, tu prépares ta tournée, tac, tac, tu roules. Et elles ont kiffé ça, faire l'été. Le petit boulot d'été, là, facteur. Ça m'a super étonné de voir des filles de 20 ans, facteur à la poste, en été. Voilà. Merci, merci beaucoup, Camille. Il faut profiter, effectivement, quand on n'a pas d'enfant, Sandra le dit, quand on n'a pas d'enfant, il faut profiter pour faire plein de boulot comme ça aussi, Marie. Il faut tester plein de trucs pour justement se rendre compte de la vie, c'est quoi la vie active, c'est quoi le monde du travail. Il faut pas avoir peur d'aller travailler à McDo, dans la restauration, à la poste, dans le prêt-à-porter. Bref, faut pas avoir peur de faire ces boulots-là à la grande distribution pour se rendre compte des différentes façons de travailler, des différents types de management, etc. Les gens qui font qu'un seul boulot toute leur vie, ils peuvent pas être confrontés à ça, aux bons managers, aux mauvais managers, aux beaux collègues, aux mauvais collègues. Il y a des boîtes qui donnent des primes, pas de primes, des 13e mois, pas de 13e mois, des super comités d'entreprise, des comités d'entreprise pourris. C'est pour ça que c'est bien de tout tester, quoi. Moi, je dis profitez de votre jeunesse pour tester un max de trucs, quoi. Vraiment, les gens à 20 ans qui sont déjà posés, qui sont opticiens à Alain Afflelou et qui font ça toute leur vie, c'est un choix de vie, Mais pour moi, c'est trop plan-plan, quoi.
trop plan-plan, hein, mais il y en a, ils aiment bien avoir la vie plan-plan. Hein. Mais voilà. Il faut avoir 3 ans de permis pour travailler à la poste. Ah, donc elles n'avaient pas 20 ans, elles avaient au moins 21 ans. Merci Camille Lab. Au moins 21 ans, ou voire 22 ans. Les horaires peuvent être cool à la poste, même si tu as des enfants. Généralement, ils travaillent de 7h à 15h. Du coup, pas de garderie le soir pour tes enfants à l'école. Effectivement, c'est vrai. Effectivement. Merci Camille Lab de faire la promotion de la poste. On le rappelle, son mari travaille à la poste. Eh, j'ai pas parlé, on n'a pas fini de parler de la taxe foncière là tout à l'heure. Mais je suis complètement con moi ou quoi? Je vous ai même pas parlé de la taxe foncière. Je voulais vous dire un truc. La taxe foncière, les amis, regardez sur votre avis de taxe foncière. Vous avez l'indice de votre commune. On appelle ça voilà, le taux communal. Vous allez voir que le taux, le taux communal de votre commune, pour une grande majorité de communes, il n'a pas changé. Donc votre taxe foncière n'a pas augmenté parce que votre maire l'a décidé. Même s'il y a des communes qui ont augmenté leur taux communal énormément. Hein. Meudon, par exemple, a augmenté de 35%. Bobigny, 20%, etc. Bon, bref. Mais la majorité des communes n'ont pas augmenté leur taux communal. Elles l'ont même certaines baissé. Par contre, pourquoi est-ce que la taxe foncière augmente autant cette année? Nous, elle a augmenté de 10%. 10% de notre taxe foncière. Taxe foncière en moyenne, minimum, augmentation de minimum 7,1%. Et tenez-vous bien, pourquoi est-ce que la taxe foncière augmente de minimum 7,1%? Car ce taux de 7,1%, c'est l'augmentation nationale des valeurs locatives cadastrales. VLS, valeurs locatives cadastrales. C'est la base de calcul pour tous les impôts locaux. Votre valeur locative cadastrale, la valeur locative cadastrale de votre logement, de votre résidence principale d'habitation dont vous êtes propriétaire, elle est censée représenter la valeur de votre logement s'il était loué. Donc indexé sur l'inflation actuelle, la revalorisation donc 2023 de votre taxe foncière est de minimum 7,1% en 2023. En 2022, elle était de 3,4%. Ok? À savoir que, donc nous, elle a augmenté de 10%. À savoir donc que, juste, je ne sais pas si vous avez compris cette phrase, mais l'augmentation de votre taxe foncière est indexée sur la valeur locative cadastrale. Donc on considère on demande aux propriétaires en fait de faire un effort sur un logement qu'ils ont acheté, dans lequel ils vivent, qu'ils ont peut-être prévu de le donner à leurs enfants. Ah, il faut que je réponde aussi à la question de Sandra par rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'on va faire si nos enfants veulent acheter la maison? Vu que les loyers augmentent, vu qu'il y a de l'inflation, dans moyenne 7% d'inflation, les loyers aussi, la location, le marché de la location aussi a augmenté, les loyers augmentent, ok? Les aides aussi augmentent, les APL ont augmenté, les aides sociales ont augmenté, voilà, bon bref, tout suit, hein. Le SMIC a augmenté, les indices de salaire augmentent aussi, voilà, bon bref. Mais qu'on demande aux propriétaires également de faire cet effort sous couvert que, en fait, on considère que peut-être que cette maison-là pourrait être mise en location, donc il faut qu'on augmente la... Mais moi, je trouve que c'est n'importe quoi, en fait. De considérer que... De mettre au même niveau une résidence principale d'un propriétaire et un bien locatif, de dire la valeur locative cadastrale d'un logement est censée représenter sa valeur sur le marché locatif de l'immobilier. Moi, je trouve que c'est complètement bête, en fait. Parce qu'une maison, quand tu l'achètes, c'est ta résidence principale, c'est pas une maison que tu vas mettre en location. Donc tu peux pas dire aux gens, ouais, mais tout augmente, les loyers augmentent, tout augmente dans le monde, enfin en France, donc on va aussi augmenter la taxe foncière. C'est complètement con, en fait. C'est complètement idiot. Sous couvert de dire, oui, mais on s'indexe sur le marché locatif. Donc le marché locatif augmente, on augmente la taxe foncière. Moi, je trouve ça assez scandaleux, en fait. C'est assez scandaleux parce que c'est une espèce de mécanique mathématique qui va revaloriser les taxes foncières, mais sans aucun... Il n'y a aucun bien fondé, en fait, au délire, quoi. Il n'y a aucune raison valable.
Il n'y a aucune raison valable. Le propriétaire, pourquoi est-ce qu'il devrait payer 7% de plus? Qu'un locataire paye 7% de plus son loyer, je veux bien. Parce que son locataire, il va avoir des charges en plus. Les charges locatives vont augmenter. Si le propriétaire a besoin de faire des travaux chez lui, etc. Mais que le propriétaire de son logement paye 7% de plus, il n'y a aucune raison. Pourquoi est-ce que j'irais donner 7% de plus, moi, à l'État? De dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucune raison valable, quoi. D'autant que le taux communal, ma commune à moi, c'est pas ça qui fait augmenter. Moi, ça me dérange pas de payer une taxe foncière. Déjà, ça me dérange pas de donner de l'argent à ma commune. Plus je paye à ma commune, et si ma commune, elle rénove nos routes, elle entretient nos espaces verts, ça me va. Mais là, qu'on me dise, j'augmente la taxe foncière de minimum 7% parce que tout augmente, donc c'est indexé sur l'inflation, donc on augmente tout, ça n'a aucun intérêt. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Les taxes foncières ont augmenté cette année, c'est pas parce que les maires des communes ont décidé d'augmenter. Non, c'est juste une espèce de mécanique. On s'indexe sur le marché de l'immobilier locatif. Moi, je trouve ça scandaleux. Et donc, ce n'est absolument pas une décision communale si votre taxe foncière a augmenté, sauf si vous voyez une variation énorme de taux communal. Vous pouvez le voir, taux communal 2022 et taux communal 2023. Vous le voyez sur votre avis de taxe foncière. Vous pouvez voir également les taux intercommunaux, les fameuses communautés de communes. Et vous pouvez également voir la taxe d'ordure ménagère, des fois, qui apparaît sur la taxe foncière. Tout ça pour dire que votre taxe foncière, c'est pas forcément votre commune qui décide de l'augmenter. C'est une décision mathématique complètement aberrante que moi, je ne comprends absolument pas. Ensuite, je vais répondre à la question de Sandra qui nous dit « Qu'est-ce qu'on va faire si dans 20 ans, une de nos filles veut décider de garder la maison ?» Qu'est-ce que vous feriez, vous, les amis, si vos enfants veulent garder la maison? Je vais fermer ma porte qui claque.